Bonjour à toutes et à tous, choisissez votre camp pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, autour de cette table, Yann Gallu, bonjour, député du Cher. Vous êtes l'un des fondateurs de la Gauche Forte, ainsi que porte-parole du courant cohérent socialiste au sein du Parti socialiste. Julien Rochdy, entrepreneur, blogueur, écrivain, vous êtes l'ancien directeur national du FNJ, le Front National de la Jeunesse. Bonjour. François de Closet, bonjour, journaliste, écrivain. Vous vous apprêtez à publier, oui, dans quelques jours, le 18 très exactement, La France à quitte ou double pour en finir avec 40 ans de mensonges. C'est à paraître chez Fayard et c'est tout à fait dans l'actualité. Comme d'habitude, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonjour François. Valérie. La une de Valeurs Actuelles aujourd'hui, c'est On se réveille. C'est une injonction lancée à Nicolas Sarkozy. Ah oui, Ce serait temps ? on peut dire que la droite a passé une mauvaise semaine. Pour une Absolument. fois, je suis d'accord avec un titre de Valeurs Actuelles. Tout voyez. peut arriver. Hein. Tout peut arriver. Allez, les unes de la presse de ce matin, vous retrouverez évidemment Roger Hanin à la une de quasiment tous vos journaux. Aujourd'hui en France, les 4 visages de Roger Hanin. À la une de Libération, c'est le procès du Carlton, procès d'une prostitution ordinaire, tout un dossier extrêmement complet à lire sur le sujet. Et puis Hanin, l'arme toujours plus à gauche. Et puis l'Ukraine, évidemment, l'Europe cherche un accord. L'humanité face à Bruxelles, le peuple grec fait bloc derrière Alexis Tsipras. Journée importante évidemment pour la Grèce aujourd'hui à Bruxelles. Et puis Roger Hanin, un cinéma populaire au grand cœur. Le Figaro, finances publiques, le carton et non pas le Carlton, le carton rouge de la Cour des comptes, quoique ça peut presque être ça, le Carlton de la Cour des comptes. Et puis quel avenir pour l'Ukraine après la rencontre de Minsk. Et évidemment Roger Hanin également à la une du Figaro, la disparition d'un comédien chaleureux et populaire. Et puis le point, être juif en France. Et puis le palmarès des grandes écoles de commerce. Et puis les bonnes feuilles de votre livre, François de Closet, le livre Choc de François de Closet. Voilà. Polémique, la polémique a été créée par, une fois de plus, j'ai envie de dire, par Robert Ménard à Béziers, avec cette affiche. Ces policiers municipaux sont équipés depuis le 1er février d'armes. Désormais, la police municipale a un nouvel ami. Écoutez ce qu'en disait le ministre de l'Intérieur ce matin, Bernard Cazeneuve. Les meilleurs amis des policiers, nationaux et municipaux, ce sont les citoyens français rassemblés dans les valeurs de la République. Des armes pour se protéger, il en faut. J'ai moi-même décidé de doter la police nationale d'armes collectives, de gilets pare-balles, ainsi que les polices municipales après les avoir rencontrées. Mais entre considérer qu'il est nécessaire de protéger les policiers face à un risque et faire des armes leur meilleur ami avec tout ce que cela véhicule de provocation, d'incompréhension de ce que sont les valeurs de la République, c'est irresponsable dans le contexte et le rôle de tous ceux qui ont une responsabilité publique, qu'ils soient maires, qu'ils soient ministres, qu'ils soient parlementaires, c'est de comprendre qu'aujourd'hui on a besoin davantage d'éthique de la responsabilité que de provocation irresponsable. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes maire de Béziers, je le rappelle, donc vous venez d'entendre Bernard Cazeneuve qui vous traite en gros d'irresponsable, qui parle de provocation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Qui croit encore à tout ce blabla habituel ? Qui est responsable en France de l'état de la France aujourd'hui ? C'est des gens qui se sont partagés le pouvoir depuis 30 ans, 40 ans. Et M. Cazeneuve, que je respecte, c'est un honnête homme et un type charmant par ailleurs, que je connais pour l'avoir longuement interviewé, c'est quand j'étais journaliste. Il ne croit pas un mot de ce qu'il est en train de nous raconter. C'est eux qui sont responsables de la situation. La provocation, c'est quoi ? C'est une affiche dans une ville sur la police municipale ou les tirs de Kalachnikov quand le Premier ministre arrive à Marseille. C'est quoi la provocation ? Elle est où la violence ? Enfin, attendez, Valérie espère, c'est se moquer du monde. Ouais. Tout ce blabla sur les valeurs républicaines, il faut les faire appliquer sur le terrain, les valeurs républicaines. C'est ça que j'essaye de faire. Vous savez, les Biterrois, ce qu'ils ont besoin, c'est de se sentir protégés. La police armée, ça les protège. Et ça protège les policiers, soit dit en passant, quand ils font un certain nombre de contrôles de nuit dans un certain nombre de quartiers difficiles. C'est ça la réalité. Alors la différence avec M. Cazeneuve, c'est que j'appelle un chat un chat. Et je ne m'abrite pas derrière une éthique de la responsabilité. Mais attendez, c'est bon pour une disserte de philo quand vous avez 18 ans. Oui, cette affiche, vous vous doutiez qu'elle ferait réagir, évidemment.
Ben non, parce que vous dites une fois de plus, mais attendez, pardon de vous rappeler, chère consoeur, j'allais presque dire, c'est pas moi qui vous appelle. Oui. Moi, j'ai pas demandé aux journalistes leur réaction sur cette affiche. Je m'adresse aux Biterrois. Alors évidemment qu'elle est percutante. Qu'est-ce que vous voulez? Une affiche institutionnelle? Vous faites quoi? Vous, à la télé, vous faites une thèse pour la Sorbonne où vous essayez d'expliquer, d'intéresser, de rendre compte de quelque chose. Je fais la même chose avec des affiches. Je fais en sorte que les Biterrois aient bien saisi. Ça, ils peuvent pas ne pas savoir. Non, ça, Là, ils ont merci compris, à oui. vous. Ils savent maintenant qu'ils ont une police armée, qu'elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est ce qu'ils ont besoin et c'est ce qu'ils plébiscitent. Très bien, merci Robert Ménard d'être intervenu ce matin, de nous avoir expliqué le sens de cette affiche. François Dorcival, Eh bien, ça vous fait Robert sourire. Ménard est un grand professionnel. Est un grand professionnel. Il a été comme journaliste, comme patron de Reporters sans frontières, il l'est comme maire, comme professionnel de la communication. Il est évident que cette affiche fait que la France entière sait que les polices municipales sont maintenant armées et que à Béziers, on ne se cache pas derrière son petit doigt. Alors, les commentaires, c'est vrai que les commentaires du ministre de l'Intérieur tout à l'heure étaient tout de même assez comment dire, on ne peut pas dire pitoyable parce que c'est pas bien le mot, mais quand même, 2 jours après ce qui s'est passé à Marseille, effectivement, on trouve quand même que de temps en temps, il faut cesser de se cacher derrière son petit doigt et dire les choses telles qu'elles sont, même si ça fait un peu de bruit. Oui. Yann Gallu. Moi, je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense qu'il y a une vraie provocation de la part de M. Ménard, qui est coutumier du fait. Ce n'est pas la première fois. Et il a réussi, une fois de plus, je le rejoins, il a réussi son coup. Puisqu'il a refait parler de lui tout hier à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux, où ça a été vraiment une avalanche de tweets, de posts Facebook. Mais le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est que nous dire qu'une arme est un ami d'un policier, ça peut apparaître comme une provocation. Pourquoi? Mais parce que il veut dire quoi? Il veut dire en gros, ça va pas être une arme défensive. C'est ça l'image que ça donne. On a l'impression que c'est une arme offensive. Et donc il y a le côté shérif. Et moi, ce que je souhaite, comme beaucoup d'élus, c'est que bien sûr les polices municipales peuvent être armées. Ça ne me pose aucun problème. Mais pour être armée, il faut bien sûr qu'elles soient formées, il faut qu'elles soient encadrées. Et deuxièmement, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une vraie collaboration avec la police nationale. Parce que oui, on a évolué. Aujourd'hui, comme il y a eu des baisses de dotation dans la police et dans la gendarmerie depuis des années, eh bien des maires, à juste titre, peuvent vouloir armer leur police municipale. Mais il faut que ça soit contrôlé et le recours à une arme pour la police nationale, comme pour la police municipale, doit être le dernier recours. Et donc mettre en avant que c'est un ami, ça peut être ambigu dans le message offensif que l'on veut passer. Je répète bien. Oui, mais il faut décrypter, les choses. Il met en avant. Est-ce qu'on en est là encore une fois quand il y a des tirs de Kalachnikov ou des gens qui se baladent armés? C'est deux débats qui sont complètement différents. C'est un message. Robert Ménard dit c'est un message aussi qui est envoyé à la population en disant les policiers sont armés et c'est un message adressé aux voyous. En accord avec le ministre de l'Intérieur, de toute façon. Mais c'est le message qu'on met, vraiment, j'insiste auprès de vous, c'est le message qu'on veut mettre en avant. Moi, je crois qu'une arme, oui, c'est nécessaire. Personne ne conteste le fait qu'on doive poser le débat. Il ne faut pas la montrer. C'est pas la planquer ou la montrer. Dissuasif. C'est que ça doit pas être quelque chose qu'on met en avant principalement. Même, puisque François Ménard est un confrère, a été un confrère avant qu'il devienne entre en politique. S'il m'avait proposé, si j'avais été directeur d'une publication, s'il m'avait proposé ce titre, j'aurais dit non, et j'aurais mis à la place, oui, votre police municipale est armée. C'est tout. Mais présenter l'arme comme l'ami, etc., en termes de communication, je trouve que c'est de la provoque inutile, qu'on pourrait être beaucoup plus efficace en disant effectivement la réalité. La réalité, c'est pas que l'arme est l'ennemi. La réalité, c'est que la police municipale, dans certaines villes, doit être armée et il faut faire savoir
aux citoyens qu'elle est armée. Alors, Voilà. est-ce que vous n'êtes pas un peu... Les gens ne sont pas Ouais. tellement stupides Ouais. que si on leur dit l'arme est votre ennemi, ils vont pas ils comprendront, mais que si on leur dit votre police municipale est armée, ils comprendront pas. Non, Oui, c'est pas la peine mais- d'en rajouter. Mais est-ce qu'on C'est joue pas pas... comme Oui, ça mais qu'on est-ce que vous jouez pas les vierges effarouchées à propos d'une affiche choc, effectivement, qui est faite pour choquer, pour provoquer, effectivement, mais pour dire les choses. Mais elle permet J'essaye le débat. S'il je me fais n'était là. que de moi, Oui. effectivement, j'aurais traité ça par le silence et l'ignorance. Ouais. Mais Alors, bon. oui, non, mais... Non, mais au moins, cette Julien provocation Rochdy. permet le débat. Voilà, on en discute. On discute justement de l'armement des policiers municipaux. Moi, je me rappelle, lors de ma campagne municipale à Montélimar, on avait proposé cela dans notre programme parce que justement, des policiers municipaux à Montélimar s'étaient fait casser la gueule par des voyous. Et je me rappelle et je sais que justement, les policiers municipaux sont assez méprisés et ne sont pas vraiment respectés. Et moi, vous savez, tout ce qui va dans le sens de la rehausse de l'autorité dans ce pays, ça me va. Voilà, donc voilà, grâce à cette provocation de Robert Ménard, qui en est une certainement peut-être, mais au moins on a ce débat et c'est ça qui est véritablement intéressant. Donc voyons un petit peu, voilà, c'est toujours le même problème que le sage qui monte la lune et l'imbécile regarde le doigt. Regardons le débat de fond derrière cela, à savoir le problème de l'autorité de la police dans ce pays et le problème de l'autorité et du respect des policiers municipaux. Mais Sur le... tout oui. le monde est d'accord sur la nécessité. Eh ben alors, on en discute, j'ai moi. regardé Tant les mieux. chiffres. La police municipale est passée de 5 000 à 20 000 policiers en l'espace de 30 ans. Ça répond à un réel besoin. Et tout le monde se plaint qu'il n'y a plus de police de proximité. Qu'est-ce que c'est que la police de proximité? Sinon, la police municipale, on est d'accord sur tout. Et que le maire, selon ce qu'il estime localement nécessaire, puisse armer et faire savoir qu'il arme sa police municipale, on est d'accord sur tout. Moi, j'aime pas la provoque, j'aime l'information. C'est tout. Bah, l'information, en tout cas, tout le monde est au courant que la police de Béziers, la police municipale de Béziers est armée. Et les bandits avec tout le monde. Eh bien, si le gouvernement avait pris position claire sur l'armement de la police municipale, Mais tout ils le l'ont- monde mais serait c'est informé clair. au Mais ils lieu l'ont d'être fait, saisi ils par l'ont des fait. provocations. Mais on oblige aujourd'hui le ministre de l'Intérieur à expliquer qu'en effet, il avait prévu la formation, les accords, etc., Parce sur qu'on- les polices municipales, grâce à une affiche. Elle n'a pas été si mal conçue que ça, finalement. Tout ce qui permet le débat et tout ce qui envoie un message fort, même aux délinquants et aux voyous, c'est quand même ça le plus important. Enfin, on n'a est jamais vu, à intéressant. mon avis, que le fait qu'il soit armé va envoyer un message fort. Excusez-moi, mais Cazeneuve qui dit, faut être très clair. non, mais Cazeneuve Il faut qui être dit très que clair. le meilleur ami des policiers municipaux, c'est le sens civique des citoyens, c'est très joli dans une dissertation, comme dit Robert Ménard, mais le problème, c'est que face à des voyous, je pense que ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais moi, je ne crois pas une seule seconde. Alors que dire le que fait Vous ne pensez pas que ce soit efficace? que ça va les Envoie un effrayer message très plus, que ça va les effrayer plus, qu'ils soient armés ou pas. Un petit peu, C'est pas. ils casseront Moi, je ne moins crois pas. facilement la gueule. Je ne Alors crois pas. pourquoi Et les en plus, armez-vous et en plus, non, Si, on les arme, si. mais on les arme pour défendre, bien sûr, les Pour policiers. rassurer les citoyens, pour et pas défendre pour les faire peur aux policiers. voyous. Alors ça n'a aucun défendre sens. les policiers. Donnez-leur des armes de plastique. Alors ça n'a pas de sens. C'est Non, des les balles armes, plastiques. c'est pour impressionner les délinquants possibles. C'est à eux que ça s'adresse. C'est à eux qu'il faut dire maintenant vous aurez en face de vous des policiers armés. Je pense pas qu'il soit nécessaire de faire de la provocation pour ça. Allez, merci à tous les quatre. Tout de suite, l'info continue sur LCI. L'actualité aujourd'hui est passée en revue par Yann Gallu, député du Cher, Julien Rochdy, entrepreneur, écrivain, blogueur. Vous avez été l'ancien directeur national du Front National de la Jeunesse, François Clouzet, journaliste et écrivain, et François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. On va parler de ce qui se passe à Minsk dans quelques instants. On peut aussi parler des Jeux Olympiques. C'est aujourd'hui qu'un rapport doit être remis sur ce sujet. Y êtes-vous favorable? En tout cas, 73% des Français y sont favorables. Anne Hidalgo, qui au départ n'en avait pas très envie, finalement, se dit que ça pourrait être pas mal. Yann Gallu, c'est une Moi, bonne chose? j'y suis comme beaucoup de Français plutôt favorable. Après, c'est quand même à la mairie de Paris qui a subi un traumatisme quand même en 2005 de décider au vu de l'enquête d'opportunité. Mais c'est vrai que pour la France, pour son rayonnement, pour les infrastructures que ça peut engendrer, pour les emplois que ça peut créer, on ne peut être que favorable sur le principe aux Jeux Olympiques à Paris. Après, quel rayonnement la France, Paris rayonne particulièrement. Oui, mais je pense que c'est un grand événement, on le sait, qui
qui fait que pendant au moins pratiquement un an, on est le centre du monde, il y a un afflux de tourisme, donc c'est pas inintéressant. Et puis ça permet toujours ce genre de grande infrastructure, on l'a vu dans ce qui était projeté à l'époque en 2005 et puis maintenant pour les prochains, de requalifier des quartiers, de faire des avancées importantes en matière urbanistique. Donc à regarder. Après, moi je le dis, il faut qu'on voit si on a les capacités financières, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des dépassements. Et dans une période où on est en difficulté financière, il faut tout mettre sur la table. C'est la question principale. Hein. Oui. Tout le monde a envie d'avoir les Jeux Olympiques, sauf qu'on a vu le coût que ça engendre. François de Closet. Aujourd'hui même, il y a la Cour des comptes qui publie à la fois avec deux informations très importantes. L'une, la France ne pourra pas tenir ses objectifs de contrôle de déficit. Deux, alors elle nous cite toutes sortes de projets qui, au départ, étaient formidables, approuvés par tout le monde et qui, à l'arrivée, se révèlent être assez désastreux, notamment sur le plan financier. Alors moi, simplement, quand je vois émerger un projet comme ça, avec des programmes mirobolants, des perspectives exaltantes, je voudrais que la Cour des comptes intervienne avant pour contrôler si on n'est pas en train de nous bourrer le mou sur l'équilibre financier, et non pas dans 5 ans pour déplorer, hélas, on avait cru, mais les coûts ont dérapé, etc. 11 milliards à Londres pour les Jeux de Londres, 31 milliards à Pékin, 36 milliards à Sochi, qui étaient les Jeux les plus chers. Sans oublier Athènes. Absolument. Bon, cela dit, ce serait les Jeux du centenaire, puisque nous n'avons pas organisé les Jeux olympiques d'été depuis 1924. Une fois qu'on a dit ça, il y a tout ce qui vient d'être dit à la fois par Yann Gallut de positif, par François de Closet, dont nous connaissons la perspicacité et la proximité avec la Cour des comptes. Quant à la prudence à l'égard des chiffres, reste une compétition, celle de ces Jeux olympiques de 2024 et l'éventualité de l'exposition universelle 2025. Donc, même entre les équipes qui préparent un événement et l'autre, il y a déjà une compétition lancée. Quant aux infrastructures, pour l'une comme pour l'autre, c'est évidemment très, très intéressant, très important, mais du point de vue du coût, c'est probablement assez proche. Donc, la compétition, elle commence déjà entre les Jeux de 2024 et l'exposition universelle de 2025. Ouais. Julien Rogy. Moi, je suis favorable. Je suis dans la tradition Louis XIVienne. Tout ce qui permet de faire rayonner la France, d'apporter du prestige à Paris et à faire que nous sommes le centre du monde, ça me plaît, même si ça coûte un peu cher. Je pense qu'on peut consentir à certaines dépenses quand elles apportent autant de rayonnement. Après vous avoir entendu, M. Gallut, j'ai juste une inquiétude, c'est que vous dites que ça peut permettre effectivement des nouvelles constructions et des évolutions urbanistiques, et j'ai très peur pour Paris en ce moment, donc j'espère qu'au moins ce qui sera bâti avec ces financements-là, ça ne va pas défigurer Paris. Là, j'ai une petite inquiétude qui vient d'apparaître d'un seul coup. Oui, François. C'est quand j'ai vu ce qu'ils veulent faire avec la tour pointue, là j'ai très peur, donc je me dis si les socialistes exploitent cet argent pour faire n'importe quoi dans Paris, finalement j'ai une inquiétude. J'étais très favorable, et là vous venez de me faire peur. Oui, on peut avoir quand même de grandes inquiétudes quand on nous explique on va faire un grand programme. Alors, les Français sont des spécialistes des grands programmes, et ça aura des retombées. Oui. Je dis non, soyons sérieux. S'il y a des quartiers à rénover, on les rénove parce qu'il faut les rénover. Oui. Et on ne dit pas nous allons faire les Jeux Olympiques. Alors, je me souviens. C'était pour des Jeux Olympiques de Grenoble. Je crois qu'on avait construit une piste de bobsleigh. Ouais. Est-ce qu'il y avait en France les pratiquants du bobsleigh qui justifiaient cet investissement ? Non. Donc, si vous voulez, faisons ce que nous devons faire. Si nous devons faire les Jeux Olympiques, faisons-les. Mais n'allons pas dire oui. Et puis, de toute façon, il y aura des retombées. Alors, je vous interromps, François. Vous voyez les images à Minsk. Donc, ils viennent de sortir de leur réunion, de ce sommet. Et Poutine, donc... vous le voyez, est en ce moment au centre pardon. Seul, absolument. Pensif. Il est seul. Donc un cessez-le-feu a été conclu à partir du 15 février et un accord sur un retrait aussi qui a été conclu. Poutine dit nous sommes tombés d'accord sur l'essentiel. C'est vrai qu'il est...
on a eu il y a ça, quelque depuis ce chose matin d'étrange. le chaud et le froid, mais c'est vrai que c'est assez étrange de le voir tout seul au milieu Mais de non, cette... mais c'est ça sa force. Il est seul et il décide de tout seul. Personne ne sait ce qu'est sa politique, personne ne sait ce qu'il fera demain, personne ne sait où il veut en venir, alors qu'il a en face Non, de non, lui c'est des faux. interlocuteurs. Non, ce que ça qui montre, c'est qu'il se est seul face à tout le monde, surtout. Pardon Oui, c'est que l'Europe Oui. est du côté du Non, ukrainien, non. Oui, gouvernement mais légitime en c'est ce que Ukraine. je vous dis. Il est en Il y a face de tout le monde. Poutine C'est ça que ça seul, dit, cette image. Mais qui décide seul, et en face, Voyons il y a deux des choses différentes. interlocuteurs qui sont eux-mêmes divisés, qui doivent tenir compte de toutes sortes de facteurs, qui doivent dire où ils vont alors que lui ne dit rien. Mais c'est normal, c'est Haro C'est- contre la Russie et il est C'est seul. très effectivement. C'est ça difficile ce que ça de dit. négocier dans ces Je conditions. veux bien toutes les interprétations que l'on veut, mais quand on sort d'un accord et qu'on est le président de la Russie, il y a un endroit très précis avec des micros Ouais. pour expliquer ce qui vient d'être fait. Et donc là, nous sommes dans un intervalle Oui. où, effectivement, les caméras peuvent filmer, mais ne filment pas ces Non, réponses. Faut je pas- parlais du symbole. Oui, non, mais Traduisons une réalité. ce qu'il y a de vrai, c'est que la tête qu'il faisait il y a un instant était celle de quelqu'un de préoccupé, de pensif, et probablement de quelqu'un qui réfléchissait à ce qu'il allait dire publiquement. Donc il va y avoir... souvent la tête Oui. de Poutine quand même. Il n'a pas cette culture Oui. américaine du grand sourire. pas wide, avec- Absolument. Il y a Oui. besoin de sourire tout le temps quand on fait de la politique. C'est pas Je préfère Reagan. cette culture-là que celle du général de Gaulle et de la politique à l'époque plutôt que cette culture toujours sourire. Donc à suivre effectivement une conférence de presse. Hollande à l'instant confirme un accord global. Yann Gallu, vous voulez Et réagir? c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut d'abord qu'ils tiennent cet accord. Parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés et qui n'ont pas tenu. Mais là, si on arrive à faire en sorte que ça tient des deux côtés, après, il faut aussi le vérifier. Il faut voir quelle est Bien sûr. l'étendue de l'accord, est-ce qu'il va y avoir une Ouais. force d'interposition ou pas. Donc, on a encore beaucoup d'interrogations qui vont peut-être être levées là. Mais moi, je salue au moins la volonté politique de l'Allemagne et de la France d'avoir fait en sorte qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils ne sortent pas. Non, Yann, je suis d'accord Ouais. avec vous. La volonté de Vladimir Poutine d'inviter la France et l'Allemagne à faire en sorte qu'il puisse y avoir un accord. Mais c'est quand même une invitation de Poutine. Oui, c'est Donc ça veut Poutine dire qui que était à l'initiative au lui-même, départ. Hein. On pourrait le retenir. lui-même ça, un était peu. demandeur. hein. Non, mais je trouve que c'est une bonne chose que. Oui, bien sûr que c'est ça une soit bonne fait, chose. Qu'ils aient pris le temps, parce que Mais on bien sait sûr que c'est tous une bonne chose. Les agendas des présidents et de la chancelière, Oui. ça fait quand même plusieurs jours qu'ils sont sur place, donc il y a une volonté politique, et ça, on peut au moins le saluer. Absolument. Maintenant, moi, ce On qui voit- m'inquiète, comme ouais. toujours dans ce genre de situation, ça va être la suite qui sont très importantes. C'est-à-dire que oui, ils sont mis d'accord, mais c'est la mise en place de Et c'est la mise pour en ça place. qu'il On faut voyait à deux jours. l'antenne le président Loukachenko, le président de la Biélorussie, Julien. Et surtout, quelle Ukraine pour demain? Parce que la mise en place du cessez-le-feu, c'est évidemment le préalable, c'est le postulat sur lequel on peut ensuite ouais. construire, évidemment. Et c'est ce que tout le monde souhaite, je pense, y compris les Russes, Oui. y compris... Enfin, tout le Mais monde, comment- je ne sais pas. Oui, tout le justement. monde. Parce que le problème, c'est que nous ça sommes va en être très face... compliqué de mettre en Ah oui, place mais le nous- cessez-le-feu. Il y a Parce une- que nous sommes en face d'une guerre civile. Nous sommes en face de deux volontés différentes au sein même de l'Ukraine. Donc Oui. du coup, quelle Ukraine pour demain? Oui. Nous étions favorables, enfin moi j'étais favorable à une position fédéraliste ukrainienne. Malheureusement, le gouvernement ukrainien est contre, les États-Unis sont contre, et donc leur commis, les Allemands et les Français derrière. Donc que faire pour demain? Je pense quand même qu'il y a des extrémistes des deux côtés. Moi, je dis qu'il y a des extrémistes des deux côtés. Il n'y a pas seulement les Russes méchants, les méchants russophones qui sont extrémistes. Ils ont été aussi bafoués dans leurs droits quand le gouvernement ukrainien leur a interdit de parler la langue russe et ce genre de choses. Il y a eu quand même un référendum qui a été largement gagné parmi ceux qui voulaient justement l'indépendance des provinces plutôt russophones. Donc voilà, il faut essayer de penser à l'Ukraine de demain et c'est pas gagné ça. Oui, François Pourquoi Dorcival. Poutine a-t-il voulu cette négociation? Pourquoi celle-ci aboutit-elle? D'abord parce que Poutine en avait besoin et que sur place, les choses menaçaient de se dégrader fortement, surtout si on s'engageait dans l'engrenage de la livraison d'armes à l'Ukraine. Deuxièmement, parce que effectivement, la dégradation de la situation est telle qu'il pouvait obtenir une avancée politique de nature à permettre à ces forces séparatistes d'obtenir, je dirais, une sorte de sauf-conduit politique, c'est-à-dire une solution de nature fédérale, comme vient de le dire Julien il y a un instant. Je pense qu'on s'est dirigé vers ce point-là, sans quoi nous n'aurions pas un accord
de ce genre aujourd'hui, c'est-à-dire un accord qui soit durable. Pas du cessez-le-feu pour sauver les blessés et recueillir les victimes, mais un cessez-le-feu durable et donc une évolution politique. Moi, ça, c'est ce que Hollande confirme. Donc un accord sur le cessez-le-feu et un règlement politique global, voilà. effectivement Il global. faudrait envoyer les casques bleus aussi. Mais Je pense que ce faut serait une bien bonne solution. voir, nous sommes là dans la diplomatie, donc dans les rapports de force et la défense de nos intérêts. Ne nous racontons pas d'histoire. Effectivement, on a éprouvé beaucoup de sympathie au moment de la révolution de Maïdan, etc. C'est pas avec ça qu'on fait de la politique. Et sur le plan politique, nous connaissons nos forces vis-à-vis de Poutine, mais aussi nos faiblesses. L'Europe est complètement désarmée. Et si on passait sur le plan militaire, Poutine sait très bien qu'il serait en position de force. D'un autre côté, nous avons besoin de la Russie comme partenaire. Nous ne devons donc pas lier complètement nos intérêts à ceux des Ukrainiens qui voudraient complètement européaniser le pays et réduire comme peau de chagrin la place de l'identité russe en Ukraine. Nous devons être fidèles à nos intérêts et voir nos possibilités de pression dans le rapport de force. Et donc être capable d'une certaine indépendance vis-à-vis des Américains. Parce Bien que sûr. la volonté américaine n'est pas forcément celle-ci. Non. Encore une fois, la volonté américaine n'est pas celle de l'Europe. En tout cas, les intérêts américains ne sont pas forcément ceux des Européens. Mais je crois que ceux qui nous gouvernent ont parfois tendance à l'oublier. Un accord qui semble quand même fragile. François Hollande, à l'instant, dit un espoir sérieux, même si tout n'est pas encore accompli. C'est vrai que Il faut qu'on attende véritablement de savoir ce que l'accord Quel est le contient, contenu du texte. quel est le calendrier, comment il va être mis en œuvre, comment surtout il va être respecté, parce que c'est une question essentielle. On a encore, chaque camp a ses extrémistes, ça a été dit, et donc ils peuvent pousser un coup par rapport à cela. Bon, espérons vraiment que ça va tenir et que cette volonté politique qui s'exprime, elle soit entendue. Et moi, je rejoins aussi en partie ce qui a été dit. Il faut que l'Europe qui s'exprime de manière autonome par rapport à nos amis américains sur ce sujet comme sur d'autres et qu'on avance dans cette direction. Oui. Quel statut pour les zones, effectivement, les différentes zones séparatistes? C'est ça la fait politique. partie de la... C'est ça la politique. C'est un statut institutionnel. Et évidemment, il ne peut pas en être autrement. Sans quoi il n'y aura pas d'accord. Sur le cessez-le-feu, c'est pareil, une mise en place compliquée, puisque se pose la question du tracé de la ligne de front, du contrôle. Il y a 500 observateurs de l'OSCE. C'est pas comme ça qu'on peut voit faire François Hollande une à force l'instant qui d'interposition avec Angela contre Merkel. des gens qui veulent se battre. Oui. Angela Merkel, François Hollande, que vous voyez avec le président biélorusse. La conférence de presse apparemment a déjà eu lieu. Elle n'a pas été retransmise ni filmée, ce qui est assez curieux. En tout cas, Hollande, ayant passé la nuit comme Angela Merkel à négocier, est tout de même beaucoup plus détendu que ne l'était il y a un instant Vladimir Poutine, d'ailleurs comme la chancelière. Oui, c'est vrai qu'ils ont en même temps, ce que disait Julien Rochely, analyser le visage, essayer de trouver une émotion sur le visage de Vladimir Poutine n'est pas chose forcément très, très aisée. Donc visiblement, il quitte. Communication américaine. Ils vont quitter Minsk pour partir à Bruxelles, où ils sont attendus encore pour effectivement les négociations. Cette fois avec la Grèce. Vous vouliez. Nouvelle nuit blanche. Non, mais ce que je note là, c'est que nous sommes tous plus ou moins d'accord, je crois, sur l'avenir de l'Ukraine, à savoir une fédéralisation de l'Ukraine. Sauf que dans ce cas-là, il faut quand même qu'on se regarde en face, nous Français, et dans les positions que l'on tient aujourd'hui, puisque les Russes, a priori, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en sais, sont plutôt favorables à ce dénouement-là de cette crise. Donc par conséquent, il faut regarder les choses en face. C'est le gouvernement ukrainien, soutenu précisément par les Français, les Allemands et les Américains, qui s'oppose à ce dénouement-là, qui est, à notre avis à tous, a priori, le seul possible. Donc, essayons de nous remettre un peu en question, nous, au lieu de toujours incriminer les Russes, puisqu'en l'occurrence, sur ce point-là, ils ont l'air d'être plutôt favorables. Faisons attention à la revendication en domino sur les minorités russophones dans les pays situés autour de la Russie. Ça aussi, ça peut être dangereux. Il y a des précédents. Mais ce qui a été conclu avec la Géorgie n'a pas donné lieu à expansion de domino. Ça a été calme et stable. Et d'ailleurs,
C'est après cet accord sur la Géorgie que la France avait négocié deux fameux bâtiments de projection. Oui. Et le président biélorusse, là, qui est tout seul, dans son magnifique palais de marbre et de lustre. Ça n'est pas un tendre. Non, mais c'est quand même là que ceux qui se sont réunis. Oui. Donc, accord global, on attend d'en savoir un petit peu plus, pardon. Sur le choix de cette capitale pour ces négociations assez étranges. Minsk a été, il y a 20 ans, après la dissolution de l'URSS, le siège des accords de la constitution de la CEI. Donc, effectivement, c'est à mi-chemin, si je puis dire. Donc là, on voit une nuée de caméras qui suivent, je ne vois pas bien qui, mais visiblement... On ne le voit pas, c'est que c'est Poutine. C'est que c'est Poutine, c'est qu'il est plus petit, il est plus petit que les autres, donc non. On ne voit pas qui en ce moment. C'est Poroshenko apparemment. Voilà. Accolade entre Poroshenko et Loukachenko. Voilà. Donc ces discussions, ces négociations, vous le voyez, se sont terminées il y a quelques instants seulement. François Hollande et Angela Merkel, on les a vus, étaient sur le point de quitter ce palais de l'indépendance de Minsk pour partir à Bruxelles. On va retrouver tout de suite Sébastien Borgna pour le point sur l'actualité. Un soulagement pour l'Europe, un espoir pour l'Ukraine. Déclaration de François Hollande juste après cet accord à l'arraché entre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko à Minsk. Tout n'est pas encore accompli. Il reste beaucoup de travail, a tempéré le président français lors d'une conférence de presse il y a quelques instants. Les armes lourdes seront retirées. L'Ukraine devra réformer sa constitution pour respecter les droits des habitants de l'Est du pays. Un cessez-le-feu entrera en vigueur dans 3 jours. La question est de savoir combien de temps durera ce cessez-le-feu. Les autres ont volé en éclats en quelques heures, en quelques jours. Il faut rappeler que le conflit en Ukraine a fait plus de 5300 morts en 10 mois. François Hollande et Angela Merkel sont maintenant attendus à Bruxelles pour un sommet européen sur la Grèce, un sommet européen qui devrait être retardé pour leur permettre d'arriver. Voilà Valérie, ce que l'on pouvait dire. Merci Sébastien. Vous venez de dire combien de temps va durer cet accord. Effectivement, pourquoi est-ce que celui-ci durerait plus que les autres ? Une information importante, ce qui a été dit, c'est que l'Ukraine va réformer sa constitution. Mais bien sûr. Donc là, on a une solution politique globale. Si l'Ukraine accepte de réformer sa constitution avec l'accord des partis, on peut avoir un véritable espoir. Oui. Mais c'est la base de tout, ça. Ce n'est pas un accord de cessez-le-feu militaire, Exactement. c'est un accord politique. Donc institutionnel. Mais il reste qu'on n'a pas deux armées face à face. On a une armée et puis les pro-ukrainiens, les pro-russes, on ne sait pas trop qui ils sont. C'est-à-dire que ce cessez-le-feu est à la merci de n'importe quel petit chef de guerre local qui redéclenche la bataille. Oui, c'est ça le danger. Mais c'est là où il faut appuyer quand même sur un paradoxe, c'est que on a eu de cesse depuis des mois et des mois dénoncer les ingérences russes dans ce conflit. Or là, précisément, on en a besoin pour tenir tous les petits chefs locaux. Voilà, donc, les Russes, voilà. On a en ligne avec nous Hélène Blanc, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la Russie. Que signifie cet accord pour les Russes ? Écoutez, ça c'est à Vladimir Poutine qu'il faut le demander, parce que entre signer un accord éventuellement et le respecter, comme vous avez déjà vu l'accord du 5 septembre, là, le premier accord de Minsk n'a pas tenu. Donc il faut que cet accord soit tenu, premièrement. Et puis bien entendu, il faut que quelqu'un, une instance neutre, vérifie le retrait des armes lourdes de tous les côtés, y compris du côté russe d'ailleurs. Moi je ne sais pas, mais pour l'instant je voudrais en savoir un peu plus, parce que si vous voulez, j'étais avec vous toute la matinée quasiment de 7h à 9h30 ce matin, mais je suis partie juste apparemment quand il fallait pas, c'est-à-dire au moment où on a annoncé la signature de l'accord, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de détails. Moi ce que je me demande, c'est qui va contrôler le retrait des armes lourdes, qui
Vous voyez ce que je veux dire? Les séparatistes vont-ils vraiment poser les armes ou vont-ils, parce que là ils ont pris le mort aux dents, vont-ils continuer à faire une guerre chaude de façon à obtenir un maximum de territoire? L'Ukraine va-t-elle accepter un statut privilégié et particulier pour les territoires de l'Est, c'est-à-dire, disons, une forme d'autonomie, une décentralisation du pouvoir central, mais certainement pas une fédération ou une confédération? Ça, je sais que Kiev était totalement opposé. Vous voyez, enfin, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Nous n'avons pas encore les réponses, puisqu'il faut vraiment avoir tous les détails de l'accord. Et encore une fois, il ne suffit pas de signer un document. Encore faut-il le respecter. Alors, dans quelle mesure les séparatistes sont d'accord pour respecter éventuellement un cessez-le-feu? Moi, j'avais l'impression que c'était pas tellement le cas les derniers temps. Maintenant, peut-être qu'ils vont se rendre à la raison. Peut-être que Poutine va leur dire, bon, maintenant, ça suffit. Parce que finalement, tout dépend de lui. Il est clair que c'est lui le maître du jeu. Et nous avons quand même une marge de négociation extrêmement étroite. Oui. Nous, Européens, je veux dire. Comment va se passer justement le contrôle de la frontière? C'est une des questions importantes. Mais c'est plus qu'un contrôle. Il faudrait, après, une fois que les armes seront évacuées, les armes lourdes, notamment russes, et les troupes, bien sûr, il faudra carrément, je pense, fermer la frontière pour être sûr qu'il n'y aura pas à nouveau des infiltrations, des provocations, etc., comme ça a été le cas depuis bientôt 1 an et demi. Vous avez le sentiment que c'est assez fragile, comme on a parlé d'un accord politique, encore une fois, un cessez-le-feu politique, sauf que... Si vous voulez, honnêtement, la paix en Ukraine ne peut être que politique et diplomatique. Il est clair qu'elle ne peut pas être militaire. Ou alors, on rentre dans une période de guerre chaude qui n'en finit pas. Alors, on a eu plusieurs fois des menaces de Vladimir Poutine qui disait qu'il pouvait être très vite dans toutes les capitales européennes, etc. Mais enfin, bon, je pense que c'était pour faire monter les enchères. Vous savez qu'il a le chic pour souffler le chaud et le froid, pour alterner la carotte et le bâton. Donc, tout ça, il ne faut pas en tenir compte. Ce que je me demande, c'est dans quelle mesure Vladimir Poutine est-il réellement sincère quand il signe ce type d'accord? Ou est-ce que c'est encore une manœuvre dilatoire pour gagner du temps, etc. Je pense que les Ukrainiens, quels qu'ils soient, même, enfin la population civile en tout cas, on a assez de cette guerre. On a vu qu'il y a des régions où il n'y a plus que des ruines et des décombres. Il va falloir maintenant reconstruire ce pays. Et en plus, il y a des morts civiles, énormément de femmes et d'enfants, des victimes innocentes. Je veux dire, c'est toujours terrible quand les populations sont prises ainsi en otage. On n'a pas parlé des déclassés, des réfugiés qui sont partis en Russie ou ailleurs. Enfin, vous voyez, le pays entièrement est dévasté, en tout cas surtout à l'Est, et déstabilisé. Et ça, c'était le souhait à l'origine de Vladimir Poutine. Il voulait déstabiliser Kiev. Il voulait lui faire payer ses velléités d'indépendance et de souveraineté qui remontent finalement à la révolution orange, c'est-à-dire à 2004. Et c'est depuis 2004 que Vladimir Poutine rongeait son frein. Et il a peur aussi de l'encerclement et de l'isolement par rapport à l'OTAN, puisque l'Ukraine reste le seul État tampon entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. Et enfin, il a peur aussi que le virus libertaire ne contamine le peuple russe, qui, de temps en temps, manifeste maintenant, depuis 2-3 ans, manifeste des velléités d'opposition à Vladimir Poutine, quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous savez qu'un pauvre jeune homme qui s'est promené quelques heures dans Moscou avec une pancarte « Je suis Charlie » a récolté 5 ans de prison? Est-ce raisonnable, franchement? Oui. Alors, restez avec nous, Hélène Blanc. François, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit sur Aujourd'hui, nous avons eu la fin d'une négociation qui a duré toute une nuit. Mais cette négociation qui a duré toute une nuit, avec une reprise, etc., avec tous les événements que nous avons suivis, succède elle-même à des contacts qui ont eu lieu à Kiev, à Berlin, Washington, pas oublier que le voyage de la chancelière à Washington, à Moscou, toutes les questions que nous nous sommes posées au cours de ce débat ont forcément été le sujet de préoccupation des diplomates et des chefs d'État. Ça veut dire que pour arriver aujourd'hui à l'accord, ils ont en quelque sorte apporté des débuts de solutions, si ce n'est des solutions, à toutes les questions que nous avons posées. Et donc,
le mot clé qui a été indiqué tout à l'heure, repris par Yann Gallu à juste titre, c'est le mot réforme de la Constitution. Tout le reste, et notamment cette nuit, ça veut dire que ça, c'était déjà acquis. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est comment on fait respecter le cessez-le-feu par, non seulement par les troupes de l'Ukraine, c'est évident, puisqu'ils ont leur président, chef des armées, mais par les autres. C'est ça la question. Et ensuite, combien de temps on fait cela pour qu'il y ait une durée suffisante de stabilité pour entériner les réformes politiques. C'est ça. Nous avons répondu à l'ensemble. Je suis un petit peu indigné par la façon dont a présenté Hélène Blanc, soi-disant spécialiste de la Russie, on dirait plutôt une spécialiste de l'anti-Russie, puisque alors la façon dont elle a présenté toutes les négociations et même le conflit ukrainien depuis l'origine, c'est exclusivement à l'encontre des Russes et de Vladimir Poutine. Alors que l'on sait très bien, et on en discute tranquillement depuis 10 minutes, un quart d'heure, que justement la culpabilité dans cette affaire est largement partagée entre le gouvernement ukrainien pro-Washington, pro-Ouest, et effectivement quelques séparatistes russes qui ont été un petit peu excités par les provocations précisément du gouvernement ukrainien. Et ça, la façon dont elle a présenté tout ce qu'elle vient de dire là, elle a totalement omis ce fait précis. Je reviens sur cette idée de la solitude de Poutine face à ses interlocuteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ces interlocuteurs sont arrivés en disant voilà ce que nous voulons, voilà ce que sont nos projets, mais ce que nous pouvons, voilà ce que sont nos désirs, voilà ce qu'est notre politique. Vous savez, vous, ce qu'est la politique de Vladimir Poutine ? Personne ne le sait. Et c'est sa grande force. On spécule, mais lui ne dit rien, laisse venir. Dans l'instant, il décide. Que veut-il à terme ? Quels sont ses objectifs ? Je suis désolé, c'est formidable si, François, vous le savez, mais il faut tout de suite aller vendre ces renseignements aux Américains. Alors, on a en ligne avec nous Vladimir Fedorovski. Vous connaissez, est-ce qu'il est besoin de le rappeler ? Bonjour. Très bien, la Russie. Est-ce que Poutine est sincère ? Je suis écrivain d'origine à la fois russe et ukrainien. Quand même. À la différence de vos interlocuteurs, je suis à la fois russe et ukrainien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet accord ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet accord ? Et c'est surtout à propos de la sincérité de Vladimir Poutine qu'on s'interrogeait. Vous savez, pour la sincérité en politique, moi je suis toujours sceptique d'une manière générale. Il y a les intérêts de l'État et il y a les intérêts de la paix aussi qui est en jeu. Pour moi, c'est un accord très important parce qu'on est allé, utilisons le terme de François Hollande, à la guerre totale. Et vous comprenez, il fallait faire des efforts assez exceptionnels et les efforts ont été faits par tout le monde. Et moi, je félicite. Tout n'est pas encore acquis parce que, vous savez, le diable se trouve dans le détail. Comme vous le savez bien, il faut assurer que l'accord sera respecté. Mais le fait que les armes lourdes, ils seront quand même évincés d'une zone assez large. C'est important, le fait qu'on souligne qu'il y a un cessez-le-feu, qu'il faudra respecter, mais le feu est toujours mieux que la guerre totale, et pour moi, c'est un jour très, très important. Et vous êtes donc optimiste sur la durabilité. Optimisme, c'est un mot sentimental. Vous rejoignez mes livres avec ce mot, vous comprenez ? Absolument. Moi, je suis réalistement qu'il y a les possibilités maintenant d'assurer le début de la paix de cette région qui souffre beaucoup. Parce que n'oublions pas que les vraies affaires sont ailleurs. Les peuples souffrent, l'Ukraine souffre, le peuple russe souffre, et finalement il y a un danger et une menace pour les intérêts vitaux de l'Europe. Soyons très clairs. Pour tout ça, c'était un jeu, et pour une fois, avec des mois de médiocrité diplomatique, nous constatons qu'il y a une vraie percée pour moi. Très bien, merci d'être intervenu ce matin, Vladimir Fedorovski. Donc je rappelle, écrivain d'origine à la fois ukrainienne et russe. Pardon ? C'est souvent le cas. Oui, comme c'est souvent le cas. J'ai juste une remarque incidente à faire, Valérie, si vous me permettez. Depuis tout à l'heure, c'est ça qui m'étonne vraiment, c'est qu'on dit Vladimir Poutine doit respecter l'accord. Et on se concentre exclusivement sur Vladimir Poutine. Or,
on vient de dire ici que la clé de cet accord et ce qui pourrait dénouer ce conflit, c'est précisément le changement de la constitution ukrainienne pour respecter les droits des populations à l'Est. Donc on devrait plutôt s'interroger ici sur la confiance que l'on peut avoir ou pas à l'égard de ce gouvernement ukrainien, plutôt que tout regarder à travers le prisme anti-Poutine. C'est quand même incroyable. Poutine et Porochenko ce matin ont signé une feuille de route pour la mise en... affirment donc que Kiev et les rebelles russes ont signé une feuille de route pour la mise en œuvre de la paix. Et bien sûr. Donc, voilà. ça a été... C'est ce que je voulais dire. C'est que à l'issue de cet accord, il y a donc 4 chefs d'État, français, allemands, russes, ukrainiens. Que vont-ils dire en rentrant ? Nous sommes, chacun pour notre part, les responsables de la paix. Bien sûr. Politiquement, c'est ça. Mais ça vaut pour Poutine, ça vaut pour Merkel, ça vaut pour Hollande, ça vaut pour Porochenko. Nous sommes les responsables de la paix. Bien sûr. Ceux qui, à l'intérieur de ce dispositif, parlent par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ce sont les séparatistes pro-russes d'Ukraine. Sous la responsabilité de qui sont-ils ? Naturellement, Vladimir Poutine. Naturellement de lui. Et donc, il est évident qu'on ne serait pas parvenu à cet accord, qui n'est pas un cessez-le-feu militaire, mais un accord politique, si cette affaire-là n'avait pas été résolue. Qu'il faille 3 jours, effectivement, c'est 3 jours pour que soient mises en place les conditions technique du cessez-le-feu et surtout du contrôle du cessez-le-feu. Et là, ça appelle évidemment des éléments dont nous ne disposons pas, nous, à l'instant. Yann Gallu. Ce qui est intéressant dans ce qui est énoncé dans cet accord politique global, c'est que ce qu'on constate après des mois et des mois d'affrontements, c'est qu'il y avait 2 légitimités quelque part. Sûr. Et ces 2 légitimités se sont affrontées, se sont confrontées avec des arguments qui pouvaient être recevables, et qu'à partir du moment où il y avait 2 légitimités, il fallait sortir par le haut. Et donc sortir par le haut, c'était obligatoirement que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre, donc une solution politique. Et là, moi j'espère, parce qu'on n'a pas encore le détail, mais j'espère qu'on a véritablement, il semble que ça soit le cas, véritablement cet accord politique global qui respecte les 2 légitimités et qui trouve une solution globale. Mais je dirais que les 4 États sont les garants de ce qui a été signé. Et d'une certaine façon, Poutine doit être le garant du cessez-le-feu, parce que ce sont évidemment les pro-russes, comme on le disait, qui peuvent le faire voler en éclats, mais nous, l'Allemagne et la France doivent être garants sur le plan politique de l'accord, c'est-à-dire garants du fait que l'Ukraine va bel et bien mettre en œuvre cet accord sur le plan politique, n'est-ce pas ? Il y a les 2 responsabilités. On peut douter de la sincérité également du camp occidental, je suis désolé. Garant du cessez-le-feu Poutine, garant de l'accord politique, les Occidentaux. Moi, j'ai une petite inquiétude quand même, c'est que on dit que les troupes qui se battent en Ukraine sont alors celles de l'Est sous gouvernance plus ou moins russe, et puis celles de l'Ouest sous gouvernance occidentale et ukrainienne en tout cas, du gouvernement légitime ukrainien. Mais pour connaître un tout petit peu la situation, parce que je connais des gens qui sont partis se battre là-bas, des jeunes, à la fois du côté russe d'ailleurs que du côté ukrainien, parce que les 2 causes sont assez légitimes, comme disait M. Gallu. Les 2 camps me disent que finalement, ils sont assez indépendants. Et que ce sont souvent des espèces de francs-tireurs. Et du coup, je suis assez inquiet parce que ça peut continuer à se battre, on peut continuer à avoir des morts, sans même une implication russe ou une implication ukrainienne, malgré leur bonne volonté. La garantie exercée par Poutine sur le respect du cessez-le-feu est probablement plus difficile que la garantie apportée par les Occidentaux sur la partie. Il y a aussi des troupes à l'ouest, vous avez vu les troupes nazies notamment, qui sont assez, en tout cas je l'espère, assez indépendantes du gouvernement ukrainien. Il y a des troupes très violentes du côté ouest ukrainien et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement ukrainien aujourd'hui. Donc dans les 2 cas, on a affaire quand même à des francs-tireurs et c'est un peu inquiétant. Allez, on va faire le point sur l'actualité avec vous, le point justement sur cet accord avec vous, Sébastien Borgna. Les informations arrivent au compte-gouttes, mais on a quelques précisions effectivement sur cet accord signé par les Russes, par les Ukrainiens, mais aussi l'information a son importance par les séparatistes pro-russes. Les armes lourdes seront retirées 2 jours après le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur
dans 3 jours. On peut craindre donc que les combats continuent d'ici là. Voilà pour le point côté militaire. Et puis côté politique, on en parlait à l'instant, l'Ukraine va devoir réformer sa constitution pour respecter les droits des habitants de l'Est du pays. François Hollande et Angela Merkel se sont exprimés juste avant leur départ de Minsk. François Hollande parle d'un soulagement pour l'Europe, d'un espoir pour l'Ukraine, même s'il ajoute que tout n'est pas encore accompli et qu'il reste beaucoup de travail pour que ce cessez-le-feu entre vraiment en vigueur et soit respecté, puisqu'on le rappelle, les précédents cessez-le-feu n'ont jamais été respectés. Valérie. Très bien, merci Sébastien. Revenons sur ces 13 heures de négociations. 13, même plus que ça, on avait parlé de 13 heures, 15 heures de négociations. Donc on a soufflé le chaud, le froid, on devait arriver à un accord vers 7h30 ce matin. Finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps. François d'Orcival, sur la durée de ces négociations, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, n'étant pas dans la délégation ni française, ni allemande, ni ukrainienne, et encore moins russe dans cette affaire, je ne réponds que par l'expérience que l'on a des récits de précédentes négociations, là ou ailleurs. Dans ce domaine, le problème le plus compliqué, c'est toujours l'examen des cartes. Bien sûr. Il vous a été dit que les séparatistes étaient partie prenante à l'accord, ça doit être évident. Il n'empêche que s'ils se sont battus avec tant de violence au cours des jours précédents, c'est pour obtenir des gages sur les cartes. Et effectivement, l'accord politique, lui, certainement était scellé d'entrée de jeu, mais ensuite, c'est sur le terrain que ça se passe. Et ça, c'est compliqué à obtenir parce qu'il faut beaucoup de téléphones pour que les hiérarchies locales arrivent à obéir à ce qu'on leur dit au sommet. On a en ligne avec nous Alain Guillemol, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef adjoint au service étranger de la Croix, spécialiste de l'Ukraine. Quand on dit que l'Ukraine va devoir réformer sa constitution, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Écoutez, c'était vraiment le point le plus sensible peut-être au sein des négociations, c'est-à-dire l'enjeu était le statut des futurs territoires qui sont passés aux mains des séparatistes. La Russie insistait beaucoup pour que ces territoires disposent de larges prérogatives et notamment, en quelque sorte, et une main sur la clé qui décidera du destin de l'Ukraine, c'est-à-dire ces territoires, dans l'esprit des Russes, pourraient avoir un statut assez élevé qui leur donnerait même y compris le droit de dire si l'Ukraine peut rentrer au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN dans l'avenir. Et c'était bien ce que les Russes voulaient. Et les Ukrainiens, eux, qui se battent pour avoir une souveraineté pleine et entière et s'émanciper de la tutelle russe, évidemment s'opposaient à cela. Donc c'était bien le sujet qui était au centre des négociations. Oui. Que pensez-vous donc de cet accord, du peu de choses que l'on sait pour l'instant on parle de la sincérité de Vladimir Poutine, mais aussi des Ukrainiens et surtout de la faisabilité, de la possibilité de durabilité de ce cessez-le-feu. Oui, c'est bien le problème. C'est-à-dire, on ne peut évidemment que se réjouir dans un premier temps de se dire qu'il a été possible de se parler. Les Russes et les Ukrainiens ont réussi à s'asseoir à la même table et à discuter, même si on l'a vu, l'accouchement a été difficile. Ce point-là, c'est déjà une bonne chose. Vous noterez d'ailleurs que les diplomates qui étaient au chevet et Angela Merkel et François Hollande qui étaient au chevet de cette négociation parlaient de désescalade et non pas d'un arrêt immédiat, et d'une paix immédiate. On est bien dans un processus de désescalade, c'est-à-dire il s'agit pas après pas de désamorcer la tension qui s'est accumulée dans les 10 derniers mois et d'aller vers petit à petit, pas après pas, vers un apaisement. Alors, le statut des territoires, c'est un des éléments. Il y a aussi la question de la frontière, la surveillance, le retrait des armes lourdes.
et puis un engagement pour un redressement économique des régions qui ont été sinistrées par la guerre. Tout ça doit entrer en ligne de compte et doit figurer dans l'accord, mais on n'en a pas le détail pour l'instant. Très bien, merci de votre intervention. François ? Oui, juste un détail. Effectivement, c'est peut-être pas le sujet. Il faut quand même savoir que l'Ukraine est quasiment en situation de faillite. Oui. Et que l'Ukraine a absolument besoin de l'aide financière de la communauté internationale et que par là, nous pouvons avoir des moyens de contrôle et de pression très stricts pour l'application de l'accord. Pareil pour la Russie aussi. Hein. Ouais. Très rapidement, il y a quand même deux grands absents dans ces négociations, et je crois qu'il faut le souligner, c'est l'ONU. Que fait l'ONU dans l'histoire, et les États-Unis aussi, puisqu'on n'a pas encore su exactement quelles étaient leurs positions là à l'issue de cet accord. Ouais. Mais l'ONU, moi je me pose la question, parce que là c'est typiquement un cas où on aurait besoin d'une force armée type casque bleu pour faire justement respecter cet accord. Et où est l'ONU ? Donc là j'ai l'impression qu'on est de retour dans une situation de réelle politique où les nations reviennent en force. Heureusement. Et heureusement. Non, heureusement, mais l'ONU, elle sera engagée à partir du moment où vous avez la Russie, la France, l'Allemagne et les États-Unis qui sont parties prenantes, soit directement, soit indirectement. C'est évident que le Conseil de sécurité de l'ONU, il se joue avec ces grandes puissances. Et en fait, ce que l'on comprend de tout ça, c'est que premièrement, les frontières de l'Ukraine ne sont pas touchées. Oui. Et que ensuite, vont se dérouler tout ce qui va constituer la vie à venir de l'intérieur de l'Ukraine avec les régions dont on définit c'est fini. C'est fini. Oui. Autre débat, François. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été là. Et évidemment, vous pourrez continuer à suivre les développements donc, de ce qui s'est passé lors de ces négociations. Édition spéciale à suivre avec Audrey Crespo-Mara. Merci à tous les quatre.